Nous allons donc ouvrir cette séance du Conseil municipal. Voilà. Alors, ce conseil sera retransmis en live sur Internet et également, il pourrait être vu en replay par les Aluinois qui le souhaitent sur aluin.tv. On m'indique à l'instant un conseil lorsque vous vous exprimez. N'hésitez pas à vous rapprocher du micro. Je ne sais pas si tout le monde m'entend bien là actuellement, mais pour des raisons d'enregistrement, il vaut mieux avoir un signal sonore de forte intensité. Nous allons tout d'abord procéder à l'appel, mais avant ça, je voudrais remercier nos services techniques. En cette période de pandémie, vous n'êtes pas sans savoir que les recommandations sont de plus en plus strictes. Et vous l'avez constaté, en plus du masque, des plexiglas ont été installés très rapidement. Et donc c'est une protection de qualité qui a été réalisée par nos techniciens. Un grand merci à eux qui ont le souci, comme nous tous, de lutter efficacement contre la pandémie. Je vais donc demander à Joséphine Lamain de bien vouloir maintenant procéder à l'appel. Merci Joséphine. Merci Monsieur le maire. Alors, détailleur Jean-Christophe. Présent. Métangmo Blaise. Présent. Gilmé Sylvie. Chigri Karim. Présent. Deribreux Stéphanie. Débucois Marc. Présent. Féderbe Caroline. Cap Alain. Présent. Éblé Marie-Paul. Présent. Martinage Nicolas. Présent. Onrette Ludivine. Présent. Nimegers Odette. Présent. Delporte Anita. Després Roselyne. Onrate Ludivine. 2 fois. Sulmon Evelyne. Allocéry Lorraine. Deroux Gontran. Quesnay Jean-Michel. Alors, Dumay Patricia qui a donné procuration à Caroline Féderbe. Penaud Damien. Caron Jean-François. Agnier Jean-Emmanuel. Cabu Andy. Debu Marie. Présente. Lamain Joséphine présente. Splet Patrick absent. Canotte Marie-Thérèse absente. Voûte Dominique absent. Guéquière Christine absente. De Driver François absent. Dassonville Gustave absent. Corbillon Aline absente. Derdain Sylvie absente. Et Soldera Quentin présent. Jean-Pierre Mitins. Très bien. Eh bien, merci à tous. Le quorum est largement atteint. Je remercie également le public qui est en nombre réduit pour cause de pandémie. Mais merci en tout cas à ces personnes présentes. Je salue notamment Laurent Corr, ici présent, qui a toujours été très impliqué dans la vie aluinoise et pas seulement que dans la vie politique. Un grand merci à vous pour votre implication renouvelée, Monsieur Corr. Vous êtes le très très bienvenu naturellement. Première délibération. Alors avant ça, oui, nous allons vous proposer une secrétaire de séance. C'est la tradition et c'est même plus que nécessaire. Donc le groupe majoritaire souhaitait vous proposer Madame Marie-Paul Éblé pour jouer ce rôle de secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a une autre personne qui souhaiterait se présenter ? Non, d'accord, qui est favorable à ce que ce soit Madame Marie-Paul Éblé, la secrétaire de séance pour ce conseil municipal. Unanimité, je vous en remercie. Première délibération qui vous est présentée par moi-même. Alors c'est une délibération importante puisqu'elle va, encadrer nos conseils municipaux pour tout ce mandat. Il s'agit du règlement du conseil municipal. C'est une délibération qui est tout à fait habituelle. Elle est d'ailleurs quasiment strictement identique à celle qui avait été votée en 2014, précédemment. Il y a simplement quelques adaptations réglementaires, notamment concernant l'envoi des convocations, également pour les questions écrites qui sont envoyées avant le conseil municipal. Les délais sont beaucoup plus courts maintenant, ça peut être fait jusque 24 heures avant le conseil municipal.
Le principe des questions écrites, vous le comprenez, c'est de nous faire parvenir par voie de courrier une question. Cette question est ensuite lue au conseil municipal et nous y répondons. Pour le reste, oui, c'est quelque chose qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au règlement antérieur, celui voté en 2014. Y a-t-il des questions sur ce règlement intérieur? Monsieur Soldera, je vous en prie. Merci, monsieur le maire. Plus qu'une question, c'est une proposition d'amendement de ce règlement intérieur que je vais proposer, à moins que vous comptiez en faire la lecture. Dans ce cas, j'interviendrai après. Étant donné que vous avez eu, ainsi que l'ensemble des membres de ce conseil municipal, donc c'est une dizaine de pages, c'est une dizaine de pages, étant donné que le document vous a été remis, pour gagner du temps, je ne pensais pas en donner lecture, mais par contre, n'hésitez pas à poser toutes les questions, que ce soit effectivement sur un point, un article ou un autre. Donc, comme je le disais, plus qu'une question, c'est une proposition d'amendement de ce règlement intérieur. Article 28, Constitution et expression des groupes. Je propose tout simplement de supprimer la première phrase. Tout groupe politique doit réunir au moins 2 élus. En effet, dans le Code général des collectivités territoriales, rien n'oblige le conseil municipal à en fixer un nombre minimum d'élus. Ma proposition d'amendement tient dans 2 points assez simples. Monsieur le maire, vous vous êtes engagé lors de votre investiture à respecter la parole des oppositions. J'insiste sur les oppositions. Néanmoins, dans la mesure où un seul groupe d'opposition semble daigner participer à la vie politique de notre ville et assurer la représentation des Alluinois qui lui ont fait confiance, le règlement intérieur tel qu'il est rédigé présentement m'empêcherait de constituer un groupe d'opposition, me contraindrait à siéger parmi les non-inscrits. En soi, il n'y aurait pas forcément de problème à l'expression notamment de la tribune libre. Le problème interviendrait si nous avions des démissions dans l'autre groupe qui pourrait se constituer. Il y aurait dès lors plusieurs non-inscrits. À partir de ce moment-là, comment départager qui aurait le droit d'expression dans la tribune libre du magazine municipal? Cette mention, donc, tout groupe politique doit réunir au moins 2 élus, est pour moi superflue, contre-productive également, dans l'expression de l'opposition au conseil municipal. Je vous remercie, monsieur Soldera. Plusieurs points que vous venez d'évoquer. Alors effectivement, un groupe, c'est un groupe constitué de plusieurs personnes, sinon ce ne serait pas un groupe. Et un groupe, c'est à partir de 2 élus. À l'Assemblée nationale, vous me direz, c'est d'ailleurs bien plus que ça. Ce projet de règlement intérieur a d'ailleurs été envoyé en préfecture, contrôle de la préfecture, et il a été validé par la préfecture, par les préfectures. Donc effectivement, un groupe, c'est à partir de 2 élus. Maintenant, je peux, mais complètement vous rassurer là-dessus, je m'y engage devant tous, ici présents, devant le public, devant la presse, à respecter strictement tous les droits de l'opposition, les droits de parole. Effectivement, vous avez raison, et je félicite le collectif de son implication. Il y a un deuxième groupe qui, malheureusement, a décidé de ne pas représenter ses électeurs, de ne pas être présent, de boycotter le conseil municipal, de ne pas assumer leur fonction d'élu, tout en continuant à percevoir des indemnités d'élus. Je trouve ça proprement scandaleux, de vous à moi. Mais vous, au moins, monsieur Soldera, vous faites votre travail d'élu de l'opposition. Et non seulement nous allons respecter vos droits, je le dis, j'en réfère à l'instant au DGS, bien évidemment, vous pourrez vous exprimer dans la tribune. J'étais moi-même président d'un groupe d'opposition, tout comme Laurent Corre était président d'un groupe d'opposition. Eh bien, vous aurez la même possibilité de parole, d'action, qu'un président de groupe. Je ne vois pas de différence, moi, entre un élu et un autre.
Donc là, je puis vraiment être très clair là-dessus, que ce soit pour la tribune, que ce soit pour vos interventions, que ce soit, malheureusement, il n'y en a pas eu durant le dernier mandat, pour effectivement des commissions exceptionnelles sur des sujets extrêmement sensibles. Vous pouvez être force de proposition, et je suis sûr que vous serez force de proposition, et vous serez associé à tous ces travaux, ce qui n'a pas toujours été le cas durant le dernier mandat. Donc là-dessus, oui, vous pouvez être complètement rassuré. Maintenant, c'est vrai qu'un groupe, une personne seule ne représente pas un groupe, et donc c'est ce pourquoi vous avez cette mention à partir de 2 élus. Alors, sur le principe et sur la définition de la langue française, on est d'accord, un groupe est bien constitué d'à minima 2 personnes. Néanmoins, là, on est uniquement sur l'aspect légal de la chose. Le législateur n'a pas jugé utile, quelle que soit, j'insiste aussi là-dessus, quelle que soit la tranche à laquelle appartient la ville, le législateur n'a pas jugé utile de fixer un nombre minimum de conseillers municipaux pour constituer un groupe. Donc, je maintiens, je ne comprends pas cette volonté de maintenir cette phrase. Cet amendement est simple, c'est la suppression d'une phrase qui assurerait pour le coup dans les textes que l'opposition sera bel et bien respectée, encore une fois, d'autant plus qu'il n'y a qu'un seul membre de l'opposition à siéger. Je ne dis pas groupe, puisque, à moins que vous acceptiez d'amender ce texte, je ne pourrai pas représenter un groupe. Aussi, si cet amendement n'est pas retenu, je voterai contre le règlement intérieur de ce Conseil. Je vous remercie, monsieur Soldera. Si vous le souhaitez, donc au chapitre 5, article 28, tout en bas, c'est la page 9 sur 10, pour vous rassurer pleinement, je donne lecture du dernier paragraphe. Une page du magazine municipal est divisée à part égale entre les groupes. Entre les groupes. Donc pour vraiment que ce soit complètement clair et transparent, je vous propose de rajouter « et conseiller » fût-ce conseiller non inscrit, et conseiller non inscrit. Comme ça vous garantit, noir sur blanc, d'avoir accès à une tribune. Idem d'ailleurs pour la deuxième ligne, un tiers de page de la lettre du maire est divisé à part égale entre les groupes et conseillers non inscrits. Pourquoi un tiers? Parce que même s'il ne siège pas, le groupe de Gustave d'Assonville, allons plus loin pour ALU1, est toujours existant. Mais très sincèrement, c'est ce que je vous indiquais il y a quelques instants, vous aurez les mêmes prérogatives, les mêmes droits que s'il y avait plusieurs personnes constituant le collectif au sein de ce conseil municipal. Et donc, vous pouvez, je le répète, être pleinement rassuré là-dessus. Je vous remercie de veiller à ce que je sois rassuré. Simplement, il y a également un autre point qui me vient, c'est que dans la constitution de ce conseil municipal, nous aurons donc le groupe majoritaire, peut-être le groupe de M. d'Assonville, et un non-inscrit, voire plus si le groupe venait à s'étoffer. Le collectif citoyen que je représente serait donc absent du conseil municipal en tant que groupe d'opposition. Supprimer la mention est pour moi plus simple et plus carré. On serait là pour le coup beaucoup plus clair. Supprimer la mention « tout groupe politique doit réunir au moins 2 élus ». Ça permet la constitution du groupe d'opposition collectif citoyen ALU1 avec tous les droits et égards dus à un groupe d'opposition et non pas cette mention, permettez-moi l'expression un peu bâtarde, de conseiller non inscrit. Comme je le disais en préambule, s'il venait à y avoir des démissions au sein d'un autre groupe d'opposition, à ce moment-là, le tiers de page de la lettre du maire devrait être divisé en fonction du nombre de conseillers non inscrits. Ça deviendrait vite un capharnaüm. Mais c'est pourtant une réalité, Monsieur Soldera. Je vous avouerai que d'ailleurs, lors du dernier mandat, lorsqu'il y a eu une scission au sein du groupe majoritaire, avec l'apparition notamment du collectif,
le collectif aurait été en droit de se constituer en groupe et de demander effectivement un emplacement. Donc, s'il devait y avoir 4 ou 5 groupes, effectivement, c'est une obligation légale et c'est une bonne chose en démocratie. Il devrait y avoir 4 ou 5 emplacements de même dimension dans le magazine municipal. Ça, c'est bien évident. Alors, pour ce qui est de la tribune, rien ne vous empêche de communiquer Quentin Soldera, membre du collectif, puisque le collectif, ce n'est pas simplement un groupe au conseil municipal, on vient d'en débattre, vous êtes seul, c'est également un collectif d'habitants et de personnes impliquées, d'ailleurs je vous en félicite, et donc, mais véritablement, enfin je ne vais pas me répéter X fois, vous n'avez, je dirais, aucun désavantage à avoir en fait cette étiquette de groupe ou pas. Merci. Nous allons en tout cas procéder au vote, puisque voilà, c'est une délibération qui doit entraîner un vote pour valider ce règlement intérieur. Donc, vous en avez eu lecture les uns et les autres. Qui approuve le règlement intérieur 6 juin en annexe? Je vous remercie. Donc, le groupe majoritaire dans sa globalité. Qui s'abstient? Pas d'abstention. Qui est contre? Qui vote contre? Monsieur Soldera. Je vous remercie. Cette délibération est donc adoptée à l'unanimité, moins une voix. Deuxième délibération, c'est une délibération qui concerne la commission locale d'évaluation des charges transférées. Pour la petite histoire, effectivement, vous n'êtes pas sans savoir que certaines missions sont confiées à la MEL. Ceci implique bien sûr des frais à notre métropole européenne de Lille, et puis ensuite qui sont refacturés à la commune. Cette délibération va vous être présentée par monsieur Jean-François Caron, que je remercie. Merci monsieur le maire. Donc en effet, la délibération qui porte sur la commission locale d'évaluation des charges transférées. Donc c'est vrai, comme vous l'avez dit, c'est une commission qui est importante parce qu'elle vérifie notamment l'équité et l'équilibre entre la métropole européenne de Lille et les communes qui y participent, entre d'une part une partie de la fiscalité qui est reversée par la MEL, et d'autre part les compétences qui sont transférées donc des communes vers la MEL. Donc il y a tout un jeu d'équilibre donc à s'assurer pour que effectivement au niveau budgétaire, donc c'est pour ça que c'est une délibération importante. Donc nous sommes tenus, nous à l'U1, donc ayant 2 conseillers métropolitains, de désigner donc 2 membres au sein de cette commission. Donc se présente pour le groupe L'Union, mon parti c'est à l'U1, monsieur Blaise Metango et monsieur Karim Chigri. Pour le groupe ALU1, plus loin pour ALU1, nous n'avons pas de candidat ni de candidate. Et ensuite, pour le groupe collectif citoyen ALU1, monsieur Quentin Soldera. Donc je pense que c'est un vote à main levée ou... Il faut d'abord poser la question si les gens sont d'accord sur le principe du vote à main levée. Alors est-ce que vous êtes... Est-ce que vous êtes d'accord sur le principe de vote à main levée? Oui, alors monsieur Leleu vient de le dire, pour des raisons de formalisme, ça doit être effectivement le maire qui préside voilà, la séance, qui pose la question. Tu me dirais que ça ne change rien. Voilà. Merci en tout cas de cette... monsieur le maire, mais je vous rends vite la parole, monsieur le maire. Voilà, c'est... Alors effectivement, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'on procède à un vote à main levée? Sinon, s'il n'y a pas unanimité, on procédera à un vote à bulletin secret naturellement. Donc qui est d'accord pour un vote à main levée? Unanimité, je vous en remercie, ce qui nous permet de gagner du temps. Et donc, pour ce qui est de ce vote qui est en faveur donc de la proposition portée par le groupe majoritaire, 2 candidats, Blaise Metangmo et M. Karim Chigri. Voilà. Il n'y a pas de candidature portée par le groupe Allons plus loin pour ALU1.
Une candidature, donc, Monsieur Quentin Soldera, qui représente le collectif citoyen ALU1, qui vote donc en faveur de cette candidature. Une voix. Je vous remercie. Donc, Monsieur Blaise Metangmo et Monsieur Karim Chigri seront donc nos représentants à la commission locale d'évaluation des charges transférées. Félicitations à eux. La délibération suivante, qui est également un vote de représentants, cette fois-ci au CVE, vous est présentée par Monsieur Blaise Metangmo, que je remercie. Merci, Monsieur le maire. Donc, cette délibération, elle porte sur la désignation des membres de la collectivité dans le comité de suivi du centre de valorisation énergétique, que vous connaissez tous, dont il est prévu ici que les représentants de collectivités territoriales soient désignés par l'Assemblée délibérante. Il est demandé donc au conseil municipal de bien vouloir désigner pour la ville d'Halluin 2 membres titulaires et 2 membres suppléants. Alors, pour la liste l'Union Mon Parti c'est Halluin, les candidatures sont Monsieur le maire en titulaire, Blaise Metangmo, et en suppléant Karim Chigri et Nicolas Martinage. Pas de candidat pour Allons plus loin pour Halluin. Et pour la liste collectif citoyen Halluin, le titulaire Quentin Soldera. Par conséquent, c'est le même process que précédemment. Qui est d'accord sur le fait que nous votions à main levée? Unanimité, nous allons donc pouvoir procéder ainsi. Qui vote en faveur des candidats, c'est-à-dire moi-même, M. Blaise Metangmo, suppléant Karim Chigri et Nicolas Martinage pour la liste l'Union Mon Parti c'est Halluin? Le groupe majoritaire dans sa globalité. Qui souhaite voter pour M. Quentin Soldera, qui représente le collectif citoyen Halluin? Une voix. Merci. Donc titulaire, moi-même, M. Blaise Metangmo, suppléant Karim Chigri et Nicolas Martinage sont élus en tant que représentants au CVE. Félicitations à eux. Délibération 4. Pardon, oui, j'ai 2 pages qui collent. Oui. Ah, pardonnez-moi, Monsieur Soldera. Je vous écoute. Donc, je reste sur la délibération précédente pour vous poser une question à titre d'information. Pouvez-vous indiquer à ce conseil où en est la procédure devant la justice administrative entre la municipalité d'Halluin et la métropole européenne de Lille concernant le CVE? Eh bien, oui, je vais vous y répondre. C'est une énorme déception pour nous, puisque l'année dernière, c'est au début de l'année 2019 d'ailleurs, si je ne fais pas erreur, le maire en place, Gustave Dassonville, nous avait dit, mais véritablement la main sur le cœur, qu'il allait défendre ce dossier et surtout nous tenir informés. Nous n'avons eu aucune information pourtant. Mais prenant mes fonctions ici le 3 juillet 2020, j'ai appris, alors vous avez raison, pour rappeler un petit peu les choses aux Halluinois, parce que c'est un tout petit peu technique, je tire les lunettes parce qu'il y a beaucoup de buée avec le masque. Il y avait effectivement à l'origine une compensation qui était prévue pour la ville d'Halluin. Le CVE, l'incinérateur si vous préférez, brûle 350 000 tonnes, je dis bien 350 000 tonnes par an d'ordures ménagères. Avec les inconvénients que l'on connaît, des polluants sont émis, moins que l'incinérateur précédent, mais on est loin d'une pollution zéro, des polluants sont toujours émis. Et puis en termes d'image, pour notre ville, c'est pas ce qu'il y a de plus attirant, on est bien d'accord. Donc il y avait une légitime compensation qui était prévue. Puis il y avait la taxe professionnelle, etc. Ça date de là.
Il devait y avoir effectivement une compensation qui nous était versée via la MEL. Tel n'est pas le cas, et nous sommes donc sur un contentieux qui date de plusieurs années, qui date même de l'époque de Jean-Luc Dereau. Jean-Luc Dereau avait lancé la procédure. L'année dernière, donc, Gustave Dassonville nous avait indiqué qu'il se battait pour cette somme. Il s'agit de 486 000 € annuellement. La ville devait percevoir 486 000 € chaque année. Sur un mandat, ça représente près de 3 millions d'euros. 3 millions d'euros, c'est les 2/3 d'une réfection, celle de l'école Jean Moulin, incluant la construction de classes supplémentaires. C'est pour vous dire que c'est une somme colossale. Eh bien, j'ai appris, donc ce mois de juillet, que non seulement nous avions perdu en avril 2019, mais que nous avions également perdu le 27 décembre 2019 devant le Conseil d'État. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le dossier a été mal défendu et que nous n'avons eu aucune communication, il n'y a eu aucune transparence de la part de l'équipe précédente. Donc votre question est pertinente, voici la réponse. La ville a perdu, elle a perdu en appel depuis le 27 décembre 2019 et l'exécutif n'a rien dit. Il nous a caché la vérité. Donc c'est une somme que nous n'aurons plus. Et vous l'avez bien compris, lorsqu'on est passé devant le Conseil d'État, c'est fini. Il n'y a plus de possibilité d'appel. Ce qui fait que notre budget va être encore plus contraint que ce qu'on aurait pu imaginer. Je vous remercie de votre question, Monsieur Soldera. Je vous donne lecture donc de la délibération 4, puisque la question très pertinente de M. Soldera concernait la délibération qui venait de se terminer, mais je n'avais pas vu votre main levée, je vous prie de m'en excuser, M. Soldera. Là, effectivement, il s'agit toujours de désigner des représentants auprès de Gallo France, donc cette entreprise qui se situe sur la Lys. OK. Donc cette commission comprend 5 collèges, un collège d'administration de l'État, un collège élu des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale, un collège exploitant, un collège salarié et un collège riverain et association de protection de l'environnement. Elle a pour mission, cette commission, de créer un cadre d'échange d'informations sur les actions menées sous le contrôle des pouvoirs publics par l'entreprise Gallo, suivre l'actualité de l'installation classée de Gallo France LU1, que ce soit lors de son exploitation ou de sa cessation d'activité, et promouvoir l'information du public. Donc dans ce cadre, il est prévu que les représentants des collectivités territoriales soient désignés par l'Assemblée délibérante. Il est donc demandé au conseil municipal ce soir de bien vouloir désigner pour la ville d'Halluin 2 membres titulaires et 2 membres suppléants qui siégeront dans le conseil, vous l'avez compris, des élus bien sûr des collectivités territoriales. Concernant les candidatures, il y a donc des candidatures portées par la liste L'Union Mon Parti c'est Halluin, donc le groupe majoritaire, 2 titulaires, Nicolas Martinage. Alors à Nicolas, il y a un S après Nicolas, petite erreur de frappe, mais autant mettre la bonne orthographe. Nicolas avec un S bien évidemment Martinage, Blaise Métangmo et suppléant Marie Debu et Sylvie Gilmet. Des personnes qui sont très impliquées sur ces questions. Pour les listes, allons plus loin pour Halluin, bien évidemment aucune candidature. Et pour les listes donc, du collectif citoyen Halluin, Monsieur Quentin Soldera, s'il n'y a pas de changement, vous maintenez votre candidature. Je vous en remercie. Donc, comme pour les 2 précédentes délibérations, sur le principe, qui est d'accord pour que nous votions à main levée? Unanimité, je vous en remercie. Nous allons donc pouvoir procéder ainsi. Qui vote pour les candidatures portées par l'Union Mon Parti c'est Halluin? Donc je vais redonner les noms, Nicolas Martinage, Blaise Métangmo, Marie Debu et Sylvie Gilmet. Voilà, le groupe majoritaire, je vous en remercie.
et qui souhaite voter pour M. Quentin Soldera, qui représente le collectif citoyen Aluin? Une voix. Je vous remercie. Par conséquent, Nicolas Martinage, Blaise Métangmo en tant que titulaire et Marie Debu ainsi que Sylvie Gilmet en tant que suppléante, vous êtes tous élus donc en tant que représentants dans la commission de suivi du site Gallo-France. La délibération 5 concerne donc le lancement du marché relatif à la fourniture d'énergie électrique. Cette délibération vous est présentée par Nicolas Martinage, que je remercie. Merci, monsieur le maire. Alors, lancement du marché relatif à la fourniture d'énergie électrique et mise en place d'un groupement de commandes avec le CCAS. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu les articles L 2113-6 et suivant le Code de la commande publique, la ville d'Aluin a attribué le 15 janvier 2018 le marché public relatif à l'achat d'électricité avec contrat unique afin de permettre l'alimentation en électricité des bâtiments dont la puissance souscrite des points de livraison est supérieure à 36 kWh, tarif jaune et vert. Ce marché est toujours en cours d'exécution et peut être prolongé jusqu'au 15 janvier 2022. Il est à noter que pour les autres sites de la ville non concernés par ce marché public, la commune bénéficie jusqu'à présent des tarifs réglementés de vente d'électricité. Toutefois, conformément à la loi 2019-1147 du 8 novembre 2019, relative à l'énergie et au climat, seuls les clients non domestiques qui emploient moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros seront éligibles aux tarifs réglementés de l'électricité à compter du 1er janvier 2021. Cette disposition légale signifie que la commune d'Aluin ne sera plus éligible aux tarifs réglementés de vente d'électricité qui concernent les autres bâtiments de la ville ayant une puissance souscrite à 36 kVA et qu'il y a donc lieu de signer un nouveau contrat d'offre de marché avec un fournisseur d'électricité. Un appel d'offres doit être lancé afin de désigner un fournisseur qui assurera à terme l'ensemble de la fourniture d'électricité pour les bâtiments publics de la ville et du CCAS, ainsi que pour l'éclairage public urbain. De plus, afin de réaliser des économies d'échelle et mutualiser utilement leurs moyens, un groupement de commandes entre la ville et le CCAS sera formalisé par la signature d'une convention de groupement de commandes. Par cette convention, la ville d'Aluin sera désignée coordinateur de ce groupement et la commission d'appel d'offres de la ville d'Aluin sera compétente pour désigner le meilleur candidat. Il est à noter que l'estimation des besoins pour la durée totale du marché est de 1 760 000 € hors taxes pour la ville et de 120 000 € hors taxes pour le centre communal d'action sociale. Les prestations visées par le présent marché commenceront au 1er janvier 2021 pour une période totale de 3 ans. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser monsieur le maire à signer la convention du groupement de commandes avec le CCAS d'Aluin, lancer une procédure d'appel d'offres ouvert pour l'achat d'électricité, prendre toutes les dispositions utiles pour la réalisation de cet appel d'offres ou de sa relance en cas d'infructuosité, signer le marché correspondant après décision de la commission d'appel d'offres et à prendre les dispositions d'application nécessaires. Les crédits nécessaires à la dépense associée à ce marché seront inscrits au budget. Je vous remercie, monsieur Martinage. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération? Non, je vous remercie. Qui vote en faveur de cette délibération? Unanimité du Conseil, je vous en remercie. Délibération suivante. La délibération 6, qui concerne donc le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise, de l'engagement professionnel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le régime indemnitaire a été remis en place, le RIFSEP, mais actuellement, il n'est pas opérant sur toutes les filières. Pas encore sur toutes les filières. Le but, effectivement, c'était justement d'homogénéiser les choses. Ce n'est pas encore, c'est le but du RIFSEP, mais on attend encore quelques décrets. Donc, il vous est proposé, effectivement, par le biais d'un arrêté et de cette délibération, de faire, effectivement, en sorte que de manière provisoire,
on puisse faire entrer toutes les filières dans le RIPSEP afin qu'il n'y ait pas de poids, de mesure. Bien sûr, ceci est momentané, en attendant le décret. Le but est de faire en sorte que tous les agents puissent bénéficier de la même manière de l'IFSE et du CIA, qui est donc le régime indemnitaire. C'est une déclaration assez technique, mais vous avez compris, elle permet simplement, sur le plan du calendrier, de pallier effectivement à ces décrets qui ne sont pas encore parus. Il y a des questions peut-être concernant cette délibération ? Non. Donc je vous propose de passer au vote. Qui est en faveur donc de cette délibération ? Unanimité. Je vous en remercie. Délibération suivante. C'est la délibération 7 qui concerne nos associations sportives, la convention d'objectifs triennale. Cette délibération vous est présentée par Jean-Emmanuel Agniré, que je remercie. Merci, Monsieur le maire. Donc, cette délibération porte sur les conventions triennales qui avaient été instaurées par la municipalité précédente, qui permet effectivement aux associations d'avoir une visibilité à long terme et de pouvoir justement mener des projets sur 2-3 ans. Donc je vais vous lire la délibération. Considérant que le dispositif mis en place pour assurer une visibilité financière aux associations sportives halluinoises a démontré son intérêt, considérant la nécessité de travailler avec les associations sportives halluinoises à la conduite de la politique sportive municipale, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser la signature d'une convention d'objectifs triennale avec les associations sportives selon les modalités suivantes. La convention d'objectifs sera établie avec chaque club suite à la réunion de concertation avec les élus, le service des sports, le président du club et ses membres. Une somme annuelle définie sera attribuée pour chaque club pour une durée de 3 ans. Cette somme pourra être maintenue, diminuée ou réévaluée chaque année en fonction de l'atteinte ou non des objectifs du club et après analyse du dossier d'évaluation annuel, hors subvention famille et insertion par le sport. La mise en place effective se fera à compter de la saison sportive 2020-2021. Je vous remercie, Monsieur Agniré. Y a-t-il des questions ? Je vous en prie, Monsieur Soldera, nous vous écoutons. Alors, plus qu'une question, il s'agit d'une demande. J'aimerais que ces conventions d'objectifs triennales me soient communiquées, ainsi qu'à tous les membres de ce conseil qui en feraient la demande. On parle de visibilité pour les clubs. Je pense qu'il est important aussi que les membres du conseil aient une vue d'ensemble et une vue sur ce qui se joue entre la municipalité et les associations sportives. Vous l'aurez compris, et puis vous le savez, le monde du sport me tient particulièrement à cœur, la vie associative halluinoise également. C'est pour cela donc que je fais cette demande. Alors c'est purement technique, hein. La réponse que j'ai envie de vous apporter, c'est oui, mais le nombre de clubs multiplié par le nombre de conventions, une convention c'est souvent bien plus de 10 pages, c'est très conséquent. Donc ce que je vous propose, tout simplement, parce que oui, nous voulons travailler en pleine transparence, alors si vous voulez voir toutes les conventions, je suis tout à fait d'accord. Hein, vous pouvez venir rencontrer le service sport pour consulter ces conventions, voilà, autant que vous le souhaitez, c'est bien, ça marque votre implication, et je vous en félicite, mais vous comprenez qu'en termes de fichiers, c'est colossal. Donc, oui, vous pouvez accéder au service, ou alors s'il y a une ou deux conventions plus spécifiquement qui vous intéressent, on vous les fera parvenir, par exemple, par PDF, ou même par papier, si vous préférez par papier. Donc, je propose bien sûr que nous passions donc... Pardon ? Pardon, je n'ai pas vu, je n'ai pas mes lunettes pour cause de buée avec le masque. Je vais juste apporter une petite précision. Les conventions vont être, donc les concertations avec les associations sportives vont se faire dans la période entre septembre, on est déjà en cours, jusqu'à décembre, afin de se concerter sur quels objectifs ils veulent mettre en place. C'est leur projet, c'est à eux de le construire. Et nous, effectivement, on va pouvoir se positionner par rapport à leurs projets, leurs objectifs.
Donc à partir de janvier, les conventions seront écrites en coopération bien évidemment avec les associations, puisque quelques critères vont être évalués. Pour vous donner un petit peu un exemple, on critérisait les clubs par nombre de licenciés sans prendre en compte leur capacité d'accueil. D'accord, donc en fait, on pouvait avoir un club qui aujourd'hui peut accueillir, 500 personnes parce qu'il a de la place, et un club qui avait beaucoup moins de place en termes de créneaux et en termes de salles, pouvait accueillir que 100. Mais en fait, on ne peut pas vraiment analyser ce chiffre sans le mettre en rapport avec la capacité d'accueil. Donc c'est des petits critères qui vont être évalués là-dessus. Et bien évidemment, on va tendre vers une numérisation pour éviter justement les copies de papier. Donc on pourra, je pense, plus facilement échanger sur ce sujet. Merci Monsieur Agniret. D'autres interventions peut-être. Je fais attention parce que sans mes lunettes, c'est pas forcément évident. Et si je les mets, il y a de la buée avec le masque. Non. Je vous propose donc de passer au vote. Qui souhaite donc voter en faveur de cette délibération? Bien, unanimité de ce Conseil. Je vous en remercie. Délibération numéro 8. Donc une délibération qui concerne une subvention exceptionnelle. Je laisse la parole à Jean-François Caron, que je remercie. Merci Monsieur le maire. Donc oui, cette délibération concernant le Yacht Club de la Lys, qui a clôturé joliment une manifestation à Luin-Plage, qui, je pense, on sera unanime, a été une réussite et un gros succès. Je pense qu'il faut le signaler, notamment de par l'effort d'associations et aussi des agents de la ville. Donc là, en l'occurrence, sur cette délibération, donc une subvention exceptionnelle, mais peut-être qu'effectivement, le Yacht Club y a pris goût aussi, donc peut-être que l'an prochain, à nouveau, ils seront sollicités et participeront avec plaisir. C'était l'objet de pouvoir proposer notamment des baptêmes sur la Lys, et c'est vrai que ça fait toujours plaisir, notamment aux enfants, et cette manifestation, elle était d'ailleurs avant tout orientée pour les enfants, quoi que certains en disent. Donc je propose au vote, je soumets au vote, l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 300 € au Yacht Club de la Lys. Merci Monsieur Caron. Donc nous passons au vote, effectivement. Qui vote en faveur de cette subvention? Unanimité, voilà, ce qui n'étonnera personne. Merci. Vous souhaitez intervenir, Monsieur Soldera? Je vous en prie. On a procédé au vote sans savoir s'il y avait des commentaires. On procédera juste ensuite, rassurez-vous. Le vote ne changera pas. Je pense qu'on est sur l'unanimité du Conseil. Je voulais simplement rappeler, c'est bien ce qu'a indiqué M. Caron. Cette subvention vient remercier une association qui personnellement me tient particulièrement à cœur, qui a donc contribué à la réussite du projet à Luin-Plage, projet qui était porté par votre liste, Monsieur le maire. Vous avez honoré une promesse électorale, c'est tout à votre honneur. Néanmoins, je tiens à vous rappeler, même si j'imagine que vous le savez, le port fluvial n'existe pas que 2 semaines par an. Le port fluvial existe tout au long de l'année. Et c'est un joyau, je reprends le terme que j'ai employé lors du dernier conseil municipal, c'est un joyau qu'il convient de mettre en valeur et de protéger, qu'il convient de développer. C'est une perle de notre ville et qui doit être accompagnée tout au long de l'année et pas uniquement pendant les beaux jours, pendant Luin-Plage qui cette fois a duré 2 semaines. Il me semblait que vous aviez proposé 1 mois de mémoire. Bon, j'imagine qu'il y avait d'autres sujets d'importance qui ont empêché d'organiser à Luin-Plage sur 1 mois. Mais voilà, mon propos est là-dessus. Le port fluvial est un bijou pour notre ville. Protégeons-le et aidons-le tout au long de l'année, et pas uniquement ces 2 semaines. Eh bien, je suis complètement en phase avec vous, Monsieur Soldera. Vous avez entièrement raison. C'est un bijou, un joyau. Le terme est complètement approprié. C'est non seulement une première. Alors pourquoi 15 jours? Bon, on va être franc avec vous. En cette période de Covid, et parce que c'était une première, il n'y avait pas véritablement de retour sur expérience. Donc,
on s'est dit, allez, on était parti sur le mois d'août. Finalement, ça a commencé, de mémoire, je crois que c'était le 6 août, si j'ai bonne mémoire, et ça s'est terminé 20 août, sur pas tout à fait 3 week-ends. Mais en même temps, avec cette prolongation grâce au Yacht Club, ça a duré quasiment un mois. Oui, nous allons remettre en place à l'U1 Plage l'an prochain, je me suis déjà exprimé là-dessus. Vous savez pourquoi ? Un immense succès. On s'attendait entre 5 et 7 000, oui, à peu près entre 5 et 7 000 visiteurs. Il y a eu plus de 11 000 visiteurs, 11 700, si je ne dis pas de bêtises. Vous en avez fait partie, je vous remercie de votre présence, Monsieur Soldera. Ça a été beaucoup de joie pour les enfants, tout prioritairement, mais également pour les familles, de tous les quartiers d'Aluin, vraiment, je peux dire, toutes les classes d'âge. Il y avait aussi des personnes parfois un petit peu plus seniors qui venaient se reposer sur la plage ou tout simplement manger une glace. Il y avait des ados qui jouaient au sport. Vraiment, toutes les classes d'âge, tous les quartiers, tous les milieux sociaux, ça a été une immense réussite. Et ça a même rayonné au-delà de notre ville, car il y avait des Roncois, il y avait beaucoup de Meninois, il y avait quelques Tourquenois, quelques Neuvillois. Et vous posez une question de fond, Monsieur Soldera, parce que là, c'est vrai, on s'écarte un petit peu de la délibération, mais enfin, non, ça concerne quand même le port. Là, c'est une délibération concernant effectivement le Yacht Club, que je remercie. Quid de l'hiver ? C'est vrai que le port, les gens vont s'y balader en été. Notre volonté, véritablement, et notamment sur ce sujet-là, comme sur tous les autres sujets, nous serons transparents. Nous recevons actuellement des candidatures pour la reprise de la capitainerie, le restaurant notamment, pour faire suite au beau projet de M. Laurent qui malheureusement est décédé et qui nous a quittés de façon si brutale. Nous serons regardants sur les animations, le côté événementiel, et surtout, la ville viendra en support. Parce que ce n'est pas facile pour une petite entreprise, notamment entre le mois de novembre et le mois de mars, de faire venir du public. Tout simplement parce que le climat se prête un peu moins à des balades. Et donc que ce soit par le biais de notre puissance logistique ou notre force de communication, la ville véritablement viendra en support pour faire vivre le port. Faire vivre bien sûr le Yacht Club. Vous le savez, on a abordé le sujet précédemment. Il y a des demandes on ne peut plus légitimes qui ont été formulées, notamment par le président du Yacht Club, M. Alain Verniest. Quant à la sécurisation, nous allons installer très vite des portillons qui verrouillent l'accès et qui évitent notamment que des enfants puissent se balader sur les catways et faire une chute. Donc sécurisation. Il y a des choses toutes simples aussi. La Wi-Fi. De nos jours, c'est très simple d'avoir un relais Wi-Fi. Eh bien, actuellement, ça n'existe pas. Les résidents du port, puisqu'il y a des personnes qui vivent sur des bateaux de grande qualité qui s'apparentent quasiment à un appartement flottant, il n'y a pas de Wi-Fi. Et puis surtout, il y a un entretien qui a été très insuffisant, pour ne pas dire complètement défaillant, pendant 6 ans. Donc la ville va venir en support, car vous l'avez dit, c'est un joyau, et c'est un joyau que nous voulons absolument faire briller. Merci à vous. Donc, pour la forme, je vous redemande effectivement de voter pour ceux qui sont favorables effectivement à cette délibération, donc qui consiste à allouer une somme de 300 € au Yacht Club afin de pallier les frais, notamment de carburant, qu'ils doivent couvrir. Qui vote en faveur de cette délibération ? Voilà, l'unanimité, majorité, opposition. Je vous en remercie. La délibération suivante, la délibération numéro 9, concerne donc un immeuble rue des Frères Martel. Cette délibération vous est proposée par Monsieur Alain Cap. Merci Monsieur Cap. Merci à vous Monsieur le maire. Effectivement, il s'agit d'une délibération pour présenter la vente d'un immeuble, une maison, rue des Frères Martel, au 16, près de l'école. Une maison qui est occupée et qui sera vendue à ses occupants.
moyennant le prix net vendeur, c'est-à-dire ce qui revient au final à la ville, de 90 000 €. Un prix qui est déterminé après estimation de France Domaine, les services fiscaux. Voilà, donc une délibération assez simple qui vient régulariser une négociation qui a été menée par l'ancienne municipalité avec les occupants sur un prix déterminé à ce moment-là aussi. Hein. Donc une poursuite de cette volonté de vendre aux locataires qui avaient recherché leur prêt, leur financement et qui se trouvaient aujourd'hui dans la situation d'attente de pouvoir acheter leur maison. Voilà, petite maison qui est sur une superficie de 56 mètres carrés au sol, voilà, sur 2 niveaux. Voilà, je vous remercie. J'en ai fait le tour de cette délibération, monsieur le maire. Merci, vous avez été parfaitement exhaustif. Y a-t-il des questions? Monsieur Soldera, je vous en prie. Simplement, à titre d'information et par souci de transparence, pouvez-vous nous indiquer quel était le montant évalué pour avis par le service des domaines? Oui, de mémoire, c'était extrêmement proche. Je me tourne vers monsieur Leleu. Je ne sais plus si c'était pas 85 000 ou... C'était un petit peu moins, je sais. 80 000 €. Alors, de mémoire, c'était 80 000 €. Mais bon, on verra. Si ce n'est pas 80 000 €, c'est 80 000 sur... Voilà, je savais que c'était un peu en dessous, 80 ou 85. Bon, c'est une toute petite maison qui est située donc à côté de l'école Marie Curie. Voilà, donc c'est une maison de petite dimension. Le prix est cohérent. Voilà, c'est vendu un tout petit peu plus élevé que les domaines. Bon, c'est souvent le cas. Les domaines calculent un prix juste, mais parfois il peut y avoir à l'intérieur quelques aménagements, cuisine, etc., qui peuvent justifier d'un petit delta. Merci à vous. D'autres questions peut-être? Non? Donc je vous propose de passer au vote. Qui vote pour cette délibération, donc c'est-à-dire pour cette vente, hein? Unanimité, je vous en remercie. La délibération suivante, qui est une délibération jumelle, vous allez comprendre pourquoi, vous est également présentée par monsieur Alain Cap. Merci de nouveau. Il s'agit du logement voisin, 18 rue des Frères Martel, qui était utilisé pour une activité de garderie, donc un bâtiment qui était entré dans le domaine public de la commune par cette activité-là, puisque par définition, quand une activité de service public est exercée dans un bâtiment, on a affaire à du domaine public, et donc le bien est inaliénable, on n'a pas le droit de le vendre dans une ville comme la nôtre ou dans n'importe quelle commune, collectivité territoriale. Donc pour ce faire, pour pouvoir le mettre en vente, il faut constater que cette affectation n'est plus effective, procéder à la décision qu'on est en train de prendre de déclassement, c'est-à-dire de sortie du domaine public pour le faire entrer dans le domaine privé, qui là est aliénable. Là, à partir de là, on a le droit de le vendre. Donc cette délibération, pour constater la désaffectation du bien et décider son déclassement en vue d'une vente future après recherche d'un éventuel acquéreur qui serait intéressé. Voilà, merci. Merci, et donc prochainement, vous aurez une délibération comme la précédente pour ce qui est de la vente. Ici, il s'agit tout simplement de constater la désaffectation et d'approuver le déclassement. Y a-t-il des questions? Non. Je vous propose donc de passer au vote. Qui vote pour cette délibération? Unanimité. Je vous en remercie. Délibération suivante. Délibération numéro 11, qui concerne les ouvertures dominicales pour nos commerces. C'est bien sûr une possibilité qui est offerte aux commerçants et non pas une obligation. Cette délibération vous est présentée par Sylvie Gilmet, que je remercie. Merci, monsieur le maire. Donc effectivement, les ouvertures dominicales pour le commerce local sont fixées à 5.
Désormais, le nombre de ces dimanches seront fixés à 12 par an au lieu de 5, compte tenu du contexte économique. Je pense que ce sera profitable à nos commerces de proximité. Cette harmonisation donc doit permettre une meilleure lisibilité du dispositif sur l'ensemble de la métropole et contribuer à une attractivité commerciale métropolitaine renforcée. Donc, il est proposé de fixer à 12 le nombre maximal d'ouverture dominicale des commerces, donc à savoir les 2 premiers dimanches des soldes, le 10 janvier et le 27 juin 2021, le dimanche précédant la rentrée des classes, le 29 août 2021, les 4 dimanches précédant les fêtes de fin d'année, 28 novembre, 5, 12, 19 décembre 2021, et 5 dates laissées au choix, donc au choix de la commune, et fixées au dimanche 5 septembre, 10 octobre, 21 novembre, 26 décembre 2021 et le 2 janvier 2022. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir adopter le calendrier exposé ci-dessus. Merci. Merci Madame Gilmet. Y a-t-il des questions ou interventions concernant cette délibération? Pas de doigt levé. Nous allons donc passer au vote. Qui vote pour cette délibération? Merci. Unanimité. Délibération numéro 12. Alors c'est une délibération qui nous touche tous ici, tout particulièrement, et qui va faire date. Je vais très brièvement refaire l'historique de ce qu'on appelle le terrain espace vert des Magnolias. Vous savez qu'il y avait un projet qui a fait couler énormément d'encre. C'est un euphémisme. Un projet de maison intergénérationnelle qui consistait donc à bétonner ce magnifique espace vert des Magnolias, qui fait pourtant la joie des enfants, des familles, des sportifs, des promeneurs, de tout un quartier, et même au-delà du quartier des Magnolias, de toute la partie sud de notre commune. Il y a eu, vous le savez, notamment le 11 décembre 2018, un coup de force de l'ancienne administration qui a refusé un scrutin secret alors que c'était demandé par plus d'un tiers des élus. D'ailleurs, vous le constatez ici, lorsqu'il s'agit de voter sur certains sujets sensibles, je vous pose la question, est-ce que vous êtes d'accord sur le principe d'un scrutin à main levée? Vous avez le droit de ne pas être d'accord sur le principe d'un scrutin à main levée. Et l'opposition, par exemple, il suffit qu'il y ait une personne qui indique « non, je ne souhaite pas d'un scrutin à main levée ». Dans ce cas-là, on opte pour le scrutin secret, c'est-à-dire on passe par l'isoloir. Toujours est-il que la population alignoise s'est élevée contre ce projet, pas contre le principe d'une maison intergénérationnelle. Tout le monde est d'accord sur le principe de la maison intergénérationnelle, mais il faut trouver le bon endroit et certainement pas bétonner ce magnifique espace vert qui, au contraire, doit trouver vie auprès des familles, un lieu de promenade, un lieu où on peut imaginer des arbres. De toute façon, je vous le dis, on va également rencontrer les riverains pour décider avec eux de ce qu'ils souhaitent. Est-ce qu'on le laisse simplement en état? Est-ce qu'on y met, par exemple, quelques petites tables pique-nique? Est-ce qu'ils souhaitent quelques jeux pour enfants? Est-ce qu'on rajoute des arbres? Si oui, lesquels? Ce sera fait avec les riverains et pour les riverains. Je sais qu'ici, autour de cette table, nous nous sommes tous investis, y compris M. Soldera, que je remercie, pour la sauvegarde de cet espace vert. Simplement, il y a toujours ces délibérations, et notamment cette délibération de décembre 2018,
que je qualifierais même de scélérate. Ici, il s'agit véritablement d'abroger ces délibérations et de sauver définitivement ce magnifique espace vert des Magnolias. Je vais vous en donner lecture. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la propriété des personnes publiques, vu les délibérations 26-27, 6-2018 du 26 juin 2018, 11-23, 12-2018 du 11 décembre 2018, rappelez-vous les séances que nous avons vécues, et 33-33, 4-2019 du 2 avril 2019, relative au projet de réalisation d'une maison intergénérationnelle, considérant que la ville d'Halluin soutient le projet, mais que l'emplacement pressenti précédemment ne semblait pas être le plus opportun, n'apparaissait pas comme le plus opportun, considérant que la ville souhaite réorienter ce projet sur d'autres sites. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que nous allons recevoir Amaryllis pour réfléchir avec eux sur un autre lieu d'implantation. Et si on se met d'accord sur ce lieu d'implantation, ceci se fera en concertation avec les riverains. Eh bien, il vous est demandé, vous, conseillers municipaux, de bien vouloir abroger les délibérations, donc 26-27, 6-2018 du 26 juin 2018, et la fameuse 11-23, 12-2018 du 11 décembre 2018, et 33-33, 4-2019 du 2 avril 2019, et autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. C'est une délibération technique, mais qui a une signification tellement forte, pas seulement pour tout un quartier, mais pour toute une ville. D'avance, je vous en remercie. Bien évidemment, si vous souhaitez vous exprimer, poser question, n'hésitez pas. Je vous remercie, Monsieur Soldera. Merci, Monsieur le maire. Merci pour ce rappel également. C'est important de savoir ce que l'on vote. En effet, ce projet est capital. Néanmoins, comme vous l'avez rappelé et comme cette délibération le rappelle également, c'est l'emplacement qui pose problème. Là-dessus, nous sommes parfaitement d'accord. Néanmoins, je vais rester vigilant sur l'intérêt que vous continuez de porter à ce projet. Je suis rassuré de voir que dans la délibération, il est bien mentionné que la ville souhaite réorienter le projet, que la ville soutient le projet. En effet, il est capital pour l'intérêt des Halluinois, que ce soit dans la relation intergénérationnelle, que ce soit dans le nombre de places de petite enfance. Je rappelle que la ville est toujours déficitaire, bien sûr. Il y a un cruel manque de places dans la petite enfance. Donc ce projet doit se faire, simplement pas à cet endroit. Je resterai en tant qu'élu d'opposition à l'écoute des propositions d'emplacement que vous ferez. Si vous souhaitez discuter d'emplacement, je me ferai une joie de participer à ces discussions. Néanmoins, j'ai une question. Comme vous nous l'avez indiqué tout à l'heure, c'était lors de la délibération numéro 3, la précédente municipalité n'a pas forcément été transparente sur tout ce qu'elle a fait. D'où ma question, maintenant que vous avez pris vos fonctions et pu prendre connaissance de tout ce qui avait été fait, jusqu'où la ville s'est-elle déjà engagée auprès d'Amaryllis? Jusqu'où la ville est-elle engagée juridiquement, contractuellement? Puisque là, en effet, nous allons voter pour ou contre l'abrogation des précédentes délibérations. Vous l'avez dit, c'est technique, mais ça a un impact sur le projet. Ça peut également avoir un impact financier. Si des pénalités sont appliquées suite au vote de ce conseil, il serait bon de le savoir, pour savoir
s'il faut voter ou non. Si cela met en péril le projet, il serait bon de le savoir également. Donc, je reformule ma question. Garantissez-vous à ce Conseil que vous allez tout faire pour que ce projet ait lieu, premièrement, et surtout, jusqu'où la ville est-elle déjà engagée et que risque-t-elle à voter, enfin que risque la municipalité si le Conseil vote l'abrogation des précédentes délibérations? Je vous remercie, Monsieur Soldera. Nous sommes 100% d'accord. 100% d'accord sur tout. Vous avez également posé des questions. J'y réponds. Le coût, aucun. Zéro. Zéro. Il n'y a aucun coût pour la ville. Il n'y a pas eu de contrat signé, d'engagement. Et ensuite, je dirais, qui impliquerait des compensations à verser à Amaryllis ou à qui que ce soit. Il n'y a aucun coût. Quand vous avez parlé de coûts, effectivement, vous avez raison. Nous manquons de places d'accueil, petite enfance. Et donc, le coût de ce projet Amaryllis, s'il avait été réalisé, il était de 8 700 € par an et par classe en crèche. Alors, il y a quand même une participation importante de la CAF. Mais ce coût est donc, je ne dirais pas élevé, mais à prendre en considération. Une crèche, c'est jamais gratuit. Une crèche, c'est un service déficitaire, et c'est normal. Nous sommes un service public. Idem pour une piscine. Une piscine n'est pas là pour faire gagner de l'argent. C'est un service public. Donc le coût par place pour la partie petite enfance, crèche, aurait été de 8 700 €. Sur un autre emplacement, il sera à peu près identique, on ne va pas se mentir. Et encore une fois, il y a une participation de la CAF qui est importante, qui représente presque la moitié de ce coût, de cet ordre-là. Nous allons mais vraiment travailler en totale transparence. Rien n'a été fait. J'ai eu Madame Piguet au téléphone. Nous allons la rencontrer, lui proposer un certain nombre de terrains, voir effectivement quels sont les terrains susceptibles de l'intéresser, et immédiatement, bien évidemment, autant l'opposition que les membres de la majorité seront informés du contenu de ces échanges. Et si un terrain se dégage, potentiellement, immédiatement, tout le monde en sera informé, ainsi que la presse, naturellement. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres questions? Je vous en prie, Monsieur Soldera. Alors, je vous remercie, Monsieur le maire, pour ces précisions. Le sens de ma question portait également sur le fait qu'un permis de construire avait déjà été accordé, me semble-t-il. Des frais ont été engagés par Amaryllis pour élaborer le projet, des frais d'architecte. Donc, si un permis de construire avait été accordé, c'est qu'il y avait déjà un engagement de la municipalité. C'est en ça que se portait ma question. Après, si je me trompe, merci de me corriger. Alors, je confirme, je posais la question bien sûr à monsieur Leleu, DGS, et qui était DGS sous le précédent mandat également. Aucun engagement de la ville, aucun frais. C'est clair, net, enfin voilà. Il y a eu effectivement un désir. Oui. Oui. Le permis a été déposé, accordé, mais il n'y a eu aucun engagement de la ville et il n'y a pas de conséquences financières. Puisque, je vous rappelle qu'une procédure a été lancée d'ailleurs devant le tribunal administratif suite à cette délibération que je qualifie toujours de scélérate du 11 décembre 2018. Donc de toute façon, effectivement, il y a eu un blocage là-dessus, et un blocage aussi politique, on ne va pas se mentir. Donc oui, je vous confirme bien qu'il n'y a pas de coût pour la ville d'Halluin. Merci à vous. Et je le répète, c'est vraiment important pour nous. Nous souhaitons que ce projet se fasse. Il y avait notamment un terrain qui était porté par le bailleur Notre Logis, avec qui nous recommençons à travailler, et c'est une bonne chose. Rappelons que Notre Logis est un bailleur qui a son siège social à Halluin. Et je crois que c'était quand même malheureux que
qu'il n'y ait plus, je dirais, des relations fructueuses avec ce bailleur historique durant le dernier mandat. Il y a d'autres terrains qui sont pressentis. Alors c'est parfois un petit peu compliqué parce qu'il y a des zones qui peuvent être sujettes aux inondations. On pense là à 3 voire 4 terrains. J'en parle bien sûr à Madame Piguet par respect vis-à-vis d'elle. Je ne voudrais pas qu'elle apprenne la nature de ces terrains via un conseil municipal, ça vous le comprendrez aisément. Dès que nous l'aurons rencontré, le lendemain de notre... Enfin, le lendemain, ça dépend si c'est week-end, mais on se comprend. Les jours qui suivront effectivement cette rencontre, voilà, en toute transparence, un compte-rendu vous sera fait. Merci à vous. Donc, qui souhaite voter en faveur de cette délibération? Unanimité, je vous en remercie. Le terrain des Magnolias est sauvé. Le terrain des Magnolias est sanctuarisé à partir de ce moment. Merci à tous. Délibération numéro 13, il s'agit donc de la dénomination de voie privée sur le site d'Ecofrance. C'est donc la partie la plus à l'est du front de Lys. Cette délibération vous est proposée par Marc Débucois. Merci à vous, Monsieur Débucois. Merci, Monsieur le maire. C'est avec émotion que je vous présente cette délibération, parce qu'elle concerne 3 personnalités attachantes d'Halluin. Franck Mercier, Odette Descamps et Roger Beck avaient en commun un attachement très profond, presque fusionnel avec leur ville. Ils ont, chacun dans leur domaine, donné le meilleur d'eux-mêmes pour apporter un rayonnement à Halluin. Souvent, les villes attribuent pour la dénomination des rues des noms de personnalités célèbres. Mais nous pensons que les acteurs locaux méritent tout autant notre attention et notre reconnaissance. Ce sont eux qui impriment nos valeurs et rendent attractive notre ville. Il est donc juste de mettre à l'honneur des figures halluinoises reconnues. Franck Mercier était très impliqué dans le commerce halluinois. Il a été le président de l'association des commerçants et a tenu le café des accordéonistes rue Gabriel Péry. C'était un homme généreux, pas sa langue dans sa poche, combatif pour faire avancer les choses. Il avait fait du commerce et de l'artisanat halluinois son cheval de bataille. Franck était un homme attachant, cordial, sincère, honnête, plein d'énergie. Il a aussi apporté sa force de conviction dans les combats municipaux pour sa ville. Et si la maladie ne l'avait pas emporté, peut-être serait-il maintenant avec nous autour de cette table. Avec Franck, chacun peut citer une anecdote, tant il était pétillant et entier. Je vous donnerai la mienne. Lorsque j'ai été élu précédemment, il était venu me voir parce qu'un couple dormait dans sa voiture place Abbé Bonpin, faute de maison et faute de moyens. Pour lui, il fallait trouver une solution rapide. Il était comme ça, Franck. Il ne supportait pas la misère et l'injustice. Odette Descamps, s'il y a un mot pour la décrire, c'est le mot générosité. Elle a servi l'association du Secours catholique d'Halluin pendant 20 ans, dont 10 en tant que présidente. Odette représente bien les valeurs du Secours catholique. Respect de tous, fraternité, solidarité, don de soi et écoute tout en restant discrète. Elle aimait dire « l'accueil et l'écoute sont essentiels et tout aussi importants que l'aide matérielle que l'on peut apporter ». De même, Odette soulignait toujours son attachement à l'équipe qui l'entourait et mettait en valeur le travail effectué en commun. Elle a reçu en janvier 2010 le trophée associatif de la ville d'Halluin ainsi que la médaille de l'Assemblée nationale. Roger Beck a donné beaucoup à sa ville pour défendre l'un des lieux phares du patrimoine halluinois. Je veux parler du moulin d'Halluin et de son estaminet. Il a su se faire entendre et a permis les travaux de rénovation.
Il était passionné par la culture et les traditions flamandes. Il faisait partie de plusieurs associations, dont le Comité flamand de France, les Amis du Moulin et bien d'autres. Roger, avec ses amis, organisait des soirées de danse folklorique qui rencontraient un grand succès. Et l'Estaminet, avec sa présence, était un lieu convivial, animé, où l'on dégustait de bonnes bières et des gaufres flamandes. Nous invitons le conseil municipal à approuver cette délibération. Mais au-delà, nous voulons mettre à l'honneur et remercier tous ceux qui sont engagés dans des actions de bénévolat et de solidarité et leur dire combien la municipalité a conscience de leur remarquable travail. Je vous remercie. Merci pour ce témoignage poignant, Marc. J'ai presque envie de t'applaudir et je vais quand même le faire, je vais t'applaudir. Non, mais ça se fait pas, ça. Oui, 3 illustres Alluinois qu'il convenait d'honorer ce soir. Si quelqu'un souhaite s'exprimer naturellement, qu'il le fasse. Tu as su trouver les bons mots, Marc. C'est difficile de s'exprimer après toi dans ces conditions. Nous allons bien sûr procéder au vote. Qui vote en faveur de cette délibération? Qui vote pour? Je vous en remercie. Merci du fond du cœur pour ces 3 personnes illustres. Notre conseil s'achève ainsi. Juste avant de lever la séance, un petit clin d'œil. Vous avez tous reçu un petit paquet de nougats. Ce paquet de nougats n'a pas coûté un seul centime aux contribuables alluinois, puisqu'il nous est offert par Ludovic de Velter. Je remercie Ludovic. Et c'est aussi notre manière de marquer notre attachement au commerce alluinois. C'est également un petit encas sucré qui nous permettra de nous consoler parce que nous vivons à plus d'un titre un conseil municipal assez exceptionnel. Ce sera très probablement le dernier conseil municipal de M. Mathieu Leleu. Alors, pourquoi je dis très probablement? Parce que M. Mathieu Leleu va nous quitter pour la commune de Saint-André le 15 novembre. Il y a un conseil municipal qui est programmé le 17 novembre. Peut-être qu'il sera quand même présent le 17 novembre. Ce n'est pas tout à fait sûr. Mais je vais presque dire par sécurité, nous voulions d'ores et déjà vous remercier, M. Leleu. Ce n'est pas toujours facile, hein. C'est pas toujours facile de travailler avec des tailleurs. C'est pas toujours facile, je crois, de travailler avec Dassonville, parce que, ben voilà, il y a des impératifs, il y a des directives qui sont données, mais c'est quelqu'un qui a su, pendant 6 ans, relever les défis, dans des conditions parfois extrêmes. Lorsque vous êtes arrivé, il n'y avait plus de DRH, hein, il n'y avait pas de DRH. Il y a eu des événements politiques majeurs, et vous avez tenu le cap. Un grand merci, beaucoup de reconnaissance chez l'ensemble des élus, les anciens élus, les nouveaux élus. On vous souhaite bon vent et je vous propose non pas la tradition habituelle de l'Union qui consiste à applaudir les talents, mais bien mieux que ça, une standing ovation pour Mathieu Leleu. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente soirée. Chose remarquable, ce conseil municipal a duré 1h20. Nous avons été extrêmement concis. On n'a pas vu ça, je pense, depuis 1 an, depuis 6 ans. Je vois Monsieur Soldera. Je vous en prie, je vous laisse vous exprimer, Monsieur Soldera. Excusez-moi de vous priver du mot de la fin tout de suite. Aucun souci. Et d'allonger un peu ce conseil municipal. Il me semblait qu'il y avait à l'ordre du jour l'approbation de procès-verbaux. Il ne s'agit pas d'approbation.
d'approbation de procès-verbaux, c'est juste la présentation des procès-verbaux précédents. Oui. Pour les procès-verbaux, il n'y a pas d'approbation. Effectivement, c'est une simple présentation des procès-verbaux qui sont envoyés en préfecture. Donc, il n'y a pas lieu de procéder à vote. Maintenant, si vous souhaitez intervenir, bien sûr, sur le procès-verbal, n'hésitez pas. Mais il n'y a pas lieu de voter le procès-verbal. Il est présenté, il circule, effectivement, et si quelqu'un souhaite s'exprimer, il peut s'exprimer naturellement. Je vous en prie. Donc, encore une fois, un grand merci à toutes et à tous de votre efficacité. Et puis, on se dit au 17 novembre prochain. Merci à tous.